Elle n'avait jamais été touchée, ni par amour, ni par accident. Mais dans ce couloir étroit, il la frôlait. Elle est restée immobile, comme si le monde s'était arrêté, et le millionnaire la regardait comme s'il lisait dans son âme. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, vous pourrez découvrir des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus proches connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Sophie Morel observait Paris du haut de son bureau, au 30e étage d'un gratte-ciel sur l'avenue des Champs-Élysées. L'immense ville s'étendait à perte de vue, une mer de béton et de verre qui reflétait le coucher de soleil orangé. À 31 ans, elle était la plus jeune directrice financière de la société Horizon, l'une des plus grandes entreprises de France. Son parcours jusqu'ici avait été pavé d'heures interminables de travail, de nuits blanches et d'un dévouement féroce qui ne laissait place à rien d'autre dans sa vie. Le bureau était presque vide à cette heure-là. Seul le doux bourdonnement de la climatisation et le cliquetis rythmé de ses doigts sur le clavier brisèrent le silence. Sophie ajusta ses lunettes à fine monture et continua à réviser les rapports financiers du trimestre. Dans le reflet de l'écran d'ordinateur, elle vit un visage joli mais fatigué. Ses cheveux châtains, toujours attachés en un chignon élégant, commençaient à se défaire après une longue journée de travail. « Sophie, tu es encore là ?» La voix de Florent, son assistante, résonna depuis la porte. « Il est presque 21 heures. »« Je termine juste de réviser ces rapports, » répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. « Demain, nous avons la réunion avec les actionnaires. » Florence soupira habituée au rythme intense de sa patronne. « N'oublie pas qu'après-demain, c'est l'événement de lancement de la résidence Victor. Monsieur le roi a demandé de te rappeler que ta présence est obligatoire. » Sophie acquiesça distraitement. Encore un événement professionnel auquel assister, encore une soirée de sourires forcés et de conversations superficielles sur le marché immobilier et les taux d'intérêt. Elle était douée pour cela, la professionnelle impeccable, toujours concentrée, toujours en contrôle. Ce que personne ne savait, c'est que derrière cette façade de confiance et de compétence se trouvait une femme qui ne s'était jamais permis de vivre au-delà des murs de son bureau. Depuis qu'elle avait perdu ses parents dans un accident, à l'adolescence, Sophie s'était entièrement consacrée à ses études, puis plus tard à son travail. La bourse d'études complète pour la faculté d'économie, le master à l'étranger, son premier emploi à la société Horizon, tout s'était déroulé dans une séquence parfaite et calculée. Le succès professionnel était sa seule mesure de valeur personnelle et les relations étaient considérées comme des distractions inutiles. Dans son appartement spacieux et minimaliste du quartier de Saint-Germain-des-Prés, Sophie posa son dossier de travail sur la table à manger qu'elle utilisait rarement pour manger. Le réfrigérateur presque vide témoignait d'une vie domestique négligée. Elle commanda de la nourriture via une application comme elle le faisait presque tous les soirs et se dirigea vers son dressing pour choisir la tenue pour l'événement de lancement. Parmi les tailleurs et les robes sobres, tous dans des tons neutres, ses doigts s'arrêtèrent sur une robe rouge qu'elle avait achetée il y a des mois et jamais portée. Un moment d'audace dans une boutique du centre commercial qui semblait maintenant complètement hors de son caractère. Pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, Sophie décida qu'elle la porterait à l'événement. Le soir du lancement, la résidence Victor, encore en construction, avait été transformée en un espace de fête impressionnant. Le rez-de-chaussée, déjà terminé, accueillait un cocktail luxueux avec la présence des plus grands entrepreneurs et investisseurs du marché immobilier français. Des lumières jaunes donnaient une teinte dorée à l'environnement, tandis que des serveurs circulaient avec des coupes de champagne et des canapés élaborés. Sophie arriva seule, comme toujours. La robe rouge mettait en valeur sa silhouette, élancée, et attirait des regards curieux de collègues habitués à la voir toujours en tenue formelle. Elle ressentit un léger malaise face à cette attention, mais maintint sa posture droite et son regard déterminé, tout en saluant connaissance et client. « Sophie, quelle surprise de te voir si colorée !»
Henri Leroy, président de la société Horizon, s'approcha avec son style expansif. À 65 ans, il était une figure paternelle pour Sophie, le mentor qui avait parié sur son potentiel depuis le début. « Viens, je veux te présenter quelqu'un. » Elle le suivit parmi les invités jusqu'à un petit groupe qui conversait avec animation. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois, grand avec de larges épaules et un sourire qui semblait illuminer tout l'environnement autour de lui. Ses yeux, d'un brun profond, rencontrèrent les siens avant même qu'il ne soit présenté. « Sophie, voici Mathieu Dumont, l'architecte responsable du projet Victor. Mathieu, voici Sophie Morel, notre directrice financière, le cerveau derrière toute la viabilité économique de ce projet. » Mathieu tendit la main, et Sophie sentit quelque chose d'étrange lorsque leurs doigts se touchèrent, un courant électrique, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. « Tout le plaisir est pour moi, » dit-il, d'une voix grave et mélodieuse, qui lui fit momentanément oublier où elle se trouvait. « Henri parle toujours de votre compétence, mais il a oublié de mentionner que cet esprit brillant venait dans un emballage aussi joli. » Dans n'importe quelle autre circonstance, Sophie aurait trouvé le commentaire déplacé, peut-être même offensant. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Mathieu souriait, sans malice, avec une sincérité désarmante, qui l'empêcha de réagir avec sa froideur professionnelle habituelle. « J'espère que le projet est dans les limites du budget. »« Monsieur Dumont, » répondit-elle, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Sinon, peu importe la beauté de l'emballage, je devrais être assez dur lors des prochaines réunions. » Mathieu rit, un son authentique et contagieux. « C'est juste. Et s'il vous plaît, appelez-moi Mathieu. Monsieur Dumont me fait sentir comme mon père. » Henri, percevant une chimie inhabituelle, sourit discrètement avant d'être appelé par un autre invité. « Je vous laisse discuter. Sophie, assure-toi que notre architecte star soit bien traité. » Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, un silence étrange plana entre eux. Sophie, habituée à dominer toute conversation dans des environnements professionnels, se sentait étrangement vulnérable. Il y avait quelque chose chez cet homme qui défiait toutes ses défenses soigneusement construites. Alors, Mathieu rompit le silence. Comment quelqu'un d'aussi jeune est-il arrivé au poste de directrice financière d'une entreprise de cette envergure? La question était commune, mais l'intérêt sincère dans ses yeux ne l'était pas. Sophie commença à raconter son parcours professionnel, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit du plaisir à parler d'elle-même. Mathieu écoutait attentivement, posant des questions perspicaces qui démontraient non seulement son intelligence, mais une curiosité sincère sur qui elle était au-delà des titres et des réussites professionnelles. La soirée avançait, et sans s'en rendre compte, Sophie avait passé plus d'une heure à discuter uniquement avec Mathieu, ignorant complètement les autres invités et clients potentiels qu'elle aurait dû impressionner. Lorsque l'orchestre commença à jouer, il la surprit avec une invitation. « Danser avec moi ? » ?»« Je ne danse pas, » répondit-elle automatiquement. C'était vrai, elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait dansé avec quelqu'un. « Tout le monde danse. » Mathieu sourit, tendant la main. Certains ont juste besoin de se rappeler comment. Quelque chose dans la main tendue de Mathieu, et dans son sourire confiant poussa Sophie à prendre une décision impulsive, chose rare dans sa vie méticuleusement planifiée. Elle accepta l'invitation, et bientôt il se trouvait sur la petite piste de danse improvisée au centre de la salle. Les lumières douces créaient une atmosphère presque magique, tandis que l'orchestre jouait une version douce d'une chanson de Françoise Hardy. « Détendez-vous » chuchota Mathieu, percevant la tension dans son corps. « Ce n'est pas une présentation ?» Pour le conseil d'administration. Sophie ne put s'empêcher de sourire. Les présentations au conseil sont plus faciles. J'ai des diapositives et des graphiques pour me soutenir. Il rit, la guidant avec assurance parmi les autres couples. Et ici, vous n'avez que moi. Je promets que je suis plus intéressant que des graphiques à barres. Au fur et à mesure qu'il dansait, Sophie sentit son corps se détendre progressivement. Mathieu était un excellent guide, se déplaçant avec une élégance naturelle qui rendait facile de le suivre. Son parfum, un mélange de santal et d'une note d'agrumes qu'elle ne parvenait pas à identifier, envahissait ses sens, provoquant un vertige agréable. « Comment un architecte devient-il si bon danseur ?» demanda-t-elle, essayant de maintenir un certain contrôle sur la situation par la conversation.
Ma mère a insisté pour que mon frère et moi apprenions quand nous étions adolescents. Elle disait que les hommes qui savent danser ne restent jamais seuls lors des fêtes. Il fit une pause, la faisant tourner doucement. Je pense qu'elle avait raison après tout. Il y avait quelque chose d'adorablement sincère dans la façon dont Mathieu parlait, sans prétention, ni jeu. C'était rafraîchissant pour Sophie, habituée à l'environnement professionnel où chaque mot était calculé pour obtenir un avantage. Et vous? Je ne crois pas que vous ne dansez pas. Vous avez trop de rythme pour quelqu'un qui ne pratique pas. Sophie hésita. J'ai fait de la danse classique de 6 à 16 ans. Après, la vie est arrivée et il n'est plus resté de temps pour les loisirs. La vie a cette étrange habitude de remplir tout l'espace que nous lui donnons, commenta Mathieu avec une sagesse qui semblait au-delà de son âge. Le secret est de réserver des coins uniquement à nous, intouchables. La musique changea pour quelque chose de plus animé, et Mathieu la guida dans des pas plus élaborés. À sa propre surprise, Sophie le suivit sans difficulté, comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit avait oublié. Elle se surprit à rire librement quand il la fit tourner, se sentant plus légère qu'elle ne se souvenait l'avoir été depuis des années. C'est alors que se produisit le petit désastre. Au milieu d'un tour plus audacieux, Sophie trébucha, légèrement et en essayant de se rééquilibrer, renversa sa coupe de champagne sur le costume impeccable de Mathieu. Le liquide doré se répandit sur la chemise blanche, créant une tache considérable. « Mon Dieu, je suis désolée !» s'exclama-t-elle, mortifiée. Le perfectionnisme qui la caractérisait au travail s'appliquait également aux situations sociales, et cette erreur la laissa sincèrement angoissée. À sa surprise, Mathieu regarda la tache et commença à rire. « Eh bien, maintenant, j'ai un souvenir physique de la nuit où j'ai rencontré la femme la plus intrigante de la soirée. Vous êtes gentil, je viens de ruiner votre costume. » « Ce n'est qu'un costume. » Il haussa les épaules, prenant une serviette pour sécher le tissu. « Et pour être honnête, j'ai toujours pensé que les costumes sont comme des armures modernes. Ils nous protègent, mais nous emprisonnent aussi un peu. » Il y avait quelque chose de libérateur dans la manière insouciante dont il géra la situation. Sophie, qui vivait dans un monde où de petites erreurs pouvaient coûter des millions, sentit une vague de soulagement envahir son corps. « Allons prendre l'air ?» suggéra Mathieu, pointant vers le balcon qui offrait une vue panoramique sur la ville illuminée. Sur le balcon, loin de la musique et des conversations, l'air de la nuit parisienne était étonnamment agréable. Les lumières de la ville créaient un tapis d'étoiles terrestres qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Sophie s'appuya sur la balustrade, ressentant un étrange mélange de calme et d'excitation. « C'est toute une vue », commenta Mathieu, se positionnant à côté d'elle, assez proche pour qu'elle sente sa chaleur, mais pas trop près pour envahir son espace personnel. C'est pour cela que je suis tombé amoureux de ce projet. La chance de créer quelque chose qui dialogue avec ce paysage. Ça doit être gratifiant de voir vos idées prendre forme concrète, répondit Sophie, réalisant que malgré son travail dans une société de construction, elle pensait rarement aux bâtiments au-delà de leur viabilité financière. C'est comme donner vie à un rêve, sourit-il, regardant la structure partiellement construite en dessous d'eux. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail? La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait posé cette question depuis longtemps. La précision, je suppose. Les chiffres ne mentent pas, n'ont pas d'agenda caché. Il y a une honnêteté dans les mathématiques que j'apprécie. Mathieu l'observa avec un intérêt sincère. Intéressant. La plupart des gens trouvent que les chiffres sont froids, sans émotion. Les gens confondent clarté et froideur, répondit-elle, se surprenant elle-même par cette réflexion spontanée. La conversation coulait naturellement, sautant d'un sujet à l'autre, de l'architecture contemporaine française aux défis de grandir dans de grandes villes, des livres préférés aux souvenirs d'enfance. À chaque minute, Sophie se sentait plus à l'aise, comme si elle connaissait Mathieu depuis des années et non depuis quelques heures. Ce fut pendant une pause, confortable dans la conversation, qu'il fit la révélation qui changerait tout. « Vous savez ce qui est drôle, » dit Mathieu regardant la ville. « Tout le monde dans l'entreprise pense que je suis ce séducteur invétéré, l'architecte charmant qui doit avoir un historique impressionnant. »« Et ce n'est pas vrai ?» demanda Sophie, se surprenant par la pointe de déception qu'elle ressentit. Mathieu se tourna pour la regarder dans les yeux, ses yeux reflétant la sincérité.
pas du tout. En fait, je suis tellement concentré sur ma carrière que je n'ai jamais laissé de place pour des relations sérieuses. Pour être complètement honnête, je n'ai jamais, il hésita comme s'il pesait ses mots, je n'ai jamais été avec quelqu'un, intimement, je veux dire. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Cette confession, faite avec tant de vulnérabilité, créa une connexion instantanée entre eux. Dans un élan de courage alimenté par cette révélation, elle chuchota « Moi non plus ». Les yeux de Mathieu s'élargirent légèrement, non pas avec jugement, mais avec une compréhension profonde. Deux personnes qui réussissent, dans la trentaine, qui ont choisi la carrière plutôt que les relations. Nous sommes une rareté statistique. Ils rirent ensemble, un rire complice qui dissolvait des décennies d'insécurité en quelques secondes. C'était comme si un poids invisible avait été retiré de leurs épaules, leur permettant de respirer plus librement. Les gens supposent que nous sommes étranges, commenta Sophie. Comme s'il y avait quelque chose de mal avec nous parce que nous priorisons d'autres choses. Ou ils supposent qu'il y a un traumatisme terrible caché, ajouta Mathieu, alors qu'en réalité, c'est simplement un choix. Ou peut-être, dans mon cas, une série de reports qui sont finalement devenus un modèle. Exactement, approuva Sophie, impressionnée qu'il puisse articuler si précisément ce qu'elle ressentait. Chaque année qui passe rend plus difficile de changer ce modèle. Les attentes des autres, la peur du jugement. Mathieu la regarda avec une intensité qui fit bondir son cœur. Peut-être que nous avions juste besoin de rencontrer quelqu'un qui comprenne parfaitement. Le moment fut interrompu par Henri Leroy, qui apparut sur le balcon à la recherche de Sophie. « Ah, vous êtes ici. Sophie, le maire est arrivé et veut parler de ce projet de revitalisation du centre-ville. » À contre-cœur, elle s'éloigna de Mathieu. « Je dois y aller. Le devoir m'appelle. » « Attendez. » Il retint doucement son poignet, envoyant des ondes d'électricité le long de son bras. « Mon frère André anime un groupe de développement personnel. Ce n'est pas vraiment une thérapie, plutôt un espace sécurisé pour que les gens explorent les questions qui les bloquent. C'est le mercredi soir à Neuilly. J'aimerais que vous envisagiez de venir avec moi la semaine prochaine. » Sophie hésita. À tout autre moment de sa vie, elle aurait poliment refusé. Les groupes de développement personnel ne faisaient pas partie de son univers pragmatique. Mais quelque chose avait changé cette nuit-là. Une porte qu'elle ne savait même pas exister avait été entr'ouverte. « Envoyez-moi l'adresse, » répondit-elle finalement. « Je vais essayer. » Quand Sophie retourna à l'intérieur de la salle, elle se sentit comme si elle flottait. Les mêmes personnes, les mêmes conversations professionnelles qui avaient toujours rempli ces événements sociaux semblaient maintenant distantes, comme si elles appartenaient à une autre dimension. Quelque chose s'était éveillé en elle, une curiosité, un désir qu'elle ne savait même pas posséder. Dans les jours qui suivirent l'événement, Sophie se retrouva distraite pendant d'importantes réunions. Son esprit vagabondait vers sa conversation avec Mathieu, se remémorant chaque mot, chaque sourire, chaque petit geste. Elle avait gardé la carte avec l'adresse du groupe de développement personnel dans son agenda, la regardant plusieurs fois par jour comme s'il s'agissait d'un mystérieux artefact d'une autre civilisation. « Sophie, êtes-vous d'accord avec la proposition ?» La voix de Marcel, directeur commercial, la ramena à la réalité de la salle de réunion. 5 visages la regardaient, attendant sa réponse à propos de quelque chose qu'elle n'avait pas écouté. « Pouvez-vous répéter la dernière partie ?» demanda-t-elle, sentant ses joues rougir de honte. En 12 ans de carrière, jamais elle n'avait été prise en défaut d'inattention lors d'une réunion. Florence, son assistante, lui lança un regard curieux. Après la réunion, alors qu'elle marchait vers le bureau de Sophie, elle ne put contenir sa question. « Est-ce que tout va bien ? Vous semblez différente depuis l'événement de la résidence Victor. » Sophie ajusta ses lunettes, un geste qu'elle faisait lorsqu'elle se sentait mal à l'aise. « Je suis juste fatiguée. La clôture du trimestre est toujours intense. » Bien sûr, Florence sourit, pas totalement convaincue. Au fait, l'architecte, Mathieu Dumont a appelé 2 fois ce matin. Il a dit que c'était à propos de détails du budget du projet Victor. Le cœur de Sophie s'accéléra en entendant son nom. « Je vais le rappeler, merci. » Seule dans son bureau, elle fixa le téléphone pendant de longues minutes avant de prendre courage pour appeler. Lorsqu'elle le fit enfin, sa voix sonna plus formelle qu'elle ne l'aurait voulu. « Monsieur Dumont ?
Ici, Sophie Morel, je vous rappelle concernant le projet Victor. Le rire à l'autre bout de la ligne la désarma complètement. Maintenant, je suis Monsieur Dumont. Ça, je pensais que nous avions dépassé cette formalité après que j'ai ruiné ma chance de paraître professionnel avec une tache de champagne sur mon costume. Sophie sourit involontairement. « Excusez-moi, c'est l'habitude. Que puis-je faire ?»« Pour vous, Mathieu ? En fait, j'appelais pour confirmer si vous viendrez au groupe demain soir. Mon frère est impatient de vous rencontrer. » La réalité de la situation frappa Sophie comme un seau d'eau froide. Une chose était de discuter avec Mathieu lors d'un événement professionnel, protégé par l'environnement professionnel. Autre chose était de le rencontrer dans un contexte personnel, qui plus est dans un groupe où les gens partageaient un sentiment et vulnérabilité. « Je ne sais pas si je pourrais venir, » répondit-elle, sa voix trahissant son insécurité. « Nous sommes en pleine clôture du trimestre et j'ai plusieurs réunions programmées. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Je comprends, » dit finalement Mathieu sans cacher sa déception. « L'invitation reste valable si vous changez d'avis. » Après avoir raccroché, Sophie resta à regarder par la fenêtre de son bureau, observant la ville qui ne s'arrêtait jamais. Pourquoi était-elle si hésitante? Ce n'était qu'un groupe de discussion, pas un engagement romantique. Pourtant, l'idée la terrifiait, non pas à cause du groupe lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Un pas hors de sa zone de confort soigneusement construite. Le mercredi soir, après une réunion particulièrement épuisante, avec des investisseurs étrangers, Sophie se retrouva dans sa voiture sur le parking de l'entreprise, les clés dans le contact, mais incapable de démarrer le moteur. Il était 19h30 et le groupe commencerait à 20h à Neuilly. Elle aurait le temps d'arriver si elle décidait d'y aller. Son téléphone vibra avec un message de Mathieu. L'adresse est rue des Marronniers, 287, appartement 1101. Sans pression, mais ce serait génial de vous y voir. Quelque chose dans ce message simple, dans l'absence d'exigence, dans la liberté de choix qu'il lui offrait, fut l'impulsion dont elle avait besoin. 20 minutes plus tard, après un trajet dans le trafic chaotique parisien, Sophie se garait devant un élégant immeuble dans une rue arborée de Neuilly. Dans l'ascenseur, son cœur battait fort contre sa poitrine. Elle portait toujours le même ensemble de travail, pantalon gris et chemisier de soie blanc, et soudain, elle se sentit inadéquate, comme si elle était la seule personne encore habillée pour un environnement professionnel. Quand la porte de l'appartement 1501 s'ouvrit, ce ne fut pas Mathieu qui l'accueillit, mais un homme qui ne pouvait être que son frère. Malgré les différences physiques, André était plus petit, portait des lunettes et avait les cheveux plus courts, il partageait le même sourire chaleureux et des yeux expressifs. « Vous devez être Sophie, » dit-il tendant la main. « Je suis André Dumont. Mathieu m'a beaucoup parlé de vous. S'il vous plaît, entrez. » L'appartement était spacieux et accueillant, décoré avec un goût minimaliste, mais confortable. Des canapés disposés en cercle occupèrent le salon principal, et environ 8 personnes étaient déjà assises, conversant à voix basse. Mathieu était parmi elles, et en la voyant, son visage s'illumina d'une manière qui fit faire une culbute à l'estomac de Sophie. « Vous êtes venu, dit-il, s'approchant. » Il portait un jean et une chemise bleu marine simple, tellement différente du costume élégant de la première soirée, mais d'une certaine façon encore plus attirante dans sa simplicité. « J'ai décidé que je pourrais profiter d'une soirée loin des tableurs, répondit-elle, essayant de paraître décontractée. André offrit un verre d'eau à Sophie et la présenta brièvement aux autres participants. Un mélange diversifié de personnes, depuis une jeune étudiante en médecine jusqu'à un homme d'âge moyen qui était directeur de banque. Tous l'accueillirent avec des sourires sincères, sans l'air de jugement qu'elle craignait secrètement. Lorsque le groupe s'installa finalement en cercle, André commença en expliquant la dynamique aux nouveaux venus. Ceci n'est pas un espace thérapeutique traditionnel, bien que je sois psychologue. Je préfère le considérer comme un jardin communautaire pour nos émotions. Chacun cultive les siennes, mais nous le faisons ensemble, en échangeant expériences et outils. Aujourd'hui, notre thème est « Barrières invisibles ». Ces murs que nous construisons autour de nous-mêmes et que, avec le temps, nous oublions qu'ils existent. Sophie sentit une pression dans sa poitrine. C'était comme si André avait regardé directement dans son âme
et identifiait exactement ce qui l'affligeait. Elle regarda Mathieu qui sourit de façon encourageante. Un par un, les participants commencèrent à partager leurs expériences. L'étudiante en médecine parla de sa difficulté à montrer sa vulnérabilité après avoir grandi dans une famille qui valorisait la perfection par-dessus tout. Le directeur de banque partagea comment son divorce avait construit une barrière de méfiance qui l'empêchait de former de nouveaux liens. Chaque histoire résonnait en Sophie de manière inattendue, comme si de petits miroirs étaient replacés devant des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais examinées correctement. Quand vint son tour, Sophie sentit sa gorge se dessécher. « Je ne sais pas par où commencer, » admit-elle, les mains serrant le verre d'eau. « Je crois que ma barrière la plus évidente est celle qui sépare ma vie professionnelle de ma vie personnelle. En fait, il serait plus précis de dire qu'il n'y a pas de vie personnelle, seulement des extensions de la vie professionnelle. » André acquiesça, l'encourageant à continuer. Sophie respira profondément et poursuivit. « J'ai perdu mes parents. Quand j'avais 16 ans, un accident de voiture. Le souvenir faisait encore mal, même après tant d'années. Ma tante m'a accueilli, mais elle avait aussi ses propres enfants et problèmes. Alors, très tôt, j'ai appris que la sécurité venait du contrôle. Contrôler mes études, ma carrière, mon avenir. Les relations semblaient trop imprévisibles. Et l'imprévisibilité signifie danger, commenta doucement André. Exactement, approuva Sophie, surprise par la clarté de l'observation. Alors j'ai construit une vie où chaque élément est calculé, chaque risque est mesuré. Et ça a fonctionné. Je réussis professionnellement, je suis financièrement stable. Mais parfois, elle hésita, se sentant exposée. Parfois, je me demande ce qui existe au-delà de ces murs que j'ai construits. Mathieu l'observait avec une intensité qui la faisait se sentir simultanément vulnérable et en sécurité. Il y avait une compréhension dans ses yeux qui transcendait les mots. André laissa un moment de silence respectueux avant de parler. Les murs que nous construisons pour nous protéger finissent souvent par devenir nos prisons. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, nous n'avons pas besoin de démolir ces murs complètement. Parfois, il suffit d'ouvrir une petite porte, une fenêtre, pour commencer à explorer ce qui existe au-delà. Le reste de la séance se déroula dans un mélange de discussions profondes et d'exercices pratiques de connexion. Dans l'un d'eux, les participants furent invités à partager un fait sur eux-mêmes que personne dans leur vie professionnelle ne connaîtrait. Sophie révéla que, cachée dans son appartement minimaliste, il y avait une vieille guitare qu'elle jouait occasionnellement, se rappelant les leçons qu'elle avait prises à l'adolescence. Lorsque la séance se termina, 2 heures plus tard, Sophie se sentait étrangement légère, comme si elle avait déposé un fardeau qu'elle portait depuis si longtemps qu'il était devenu partie intégrante de sa posture. Les gens commencèrent à se dire au revoir, certains échangeant des contacts, d'autres prévoyant de prendre un café la semaine suivante. « Je peux vous offrir un trajet ?» demanda Mathieu, s'approchant tandis qu'elle prenait son sac. « Je suis venue avec ma voiture, mais merci, » répondit-elle, réalisant qu'elle était sincèrement déçue de ne pas pouvoir accepter. « Que diriez-vous d'un café alors ? Il y a une excellente cafétéria ici près qui reste ouverte tard. » Sophie hésita. Il était presque 22h30 et elle serait normalement en train de se préparer à dormir à cette heure, planifiant mentalement les réunions du lendemain. Mais la sensation de légèreté qu'elle avait éprouvée pendant la séance persistait encore, et l'idée de prolonger cet état était tentante. « Un café serait parfait, » répondit-elle finalement, se surprenant elle-même par la facilité de la décision. En sortant ensemble du bâtiment, Sophie sentit l'air frais de la nuit. Parisienne était avec lui une sensation étrange et merveilleuse, comme si elle était au seuil de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne pouvait pas prévoir ou contrôler, mais qui, pour la première fois depuis longtemps, ne la terrifiait pas. La cafétéria, que Mathieu suggéra, était un petit oasis bohème, caché entre des immeubles commerciaux. Des lumières jaunâtres pendaient du plafond, créant une ambiance chaleureuse. Des étagères avec des livres d'occasion couvraient les murs, et l'arôme du café fraîchement moulu imprégnait l'air. C'était le genre d'endroit que Sophie ne fréquenterait normalement pas, trop désordonné, trop imprévisible selon ses standards méticuleux. Ils choisirent une table dans le coin, partiellement cachée par une étagère de livres.
Mathieu commanda un café expresso, tandis que Sophie opta pour une tisane de camomille. « Une tisane le soir » demanda-t-il avec un sourire curieux. « Je pensais que les cadres vivaient de café. »« J'ai des insomnies depuis la faculté. J'ai appris à éviter la caféine après 6 heures, » expliqua-t-elle, tournant la tasse entre ses mains. « Mais j'admets qu'il est difficile de survivre au monde des affaires sans eau, moins 3 doses d'expresso le matin. Nous sommes donc opposés. Je peux prendre un café à minuit et dormir comme une pierre. »« Chanceux, » sourit Sophie. Il y avait quelque chose de libérateur à être là, dans un lieu où personne ne la connaissait comme la directrice financière, l'exécutive implacable. Elle était juste Sophie, une femme de 31 ans, prenant une tisane avec un homme intéressant un mercredi soir. « Qu'avez-vous pensé du groupe » demanda Mathieu après un moment de silence confortable. « Étonnamment utile, admit-elle. Votre frère a un don. Il arrive à faire s'ouvrir les gens sans sembler intrusif. André a toujours été ainsi, même quand nous étions enfants. Pendant que je dessinais des bâtiments imaginaires, il réparait les sentiments des amis. Je pense que nos professions étaient inévitables. » Sophie observa Mathieu tandis qu'il parlait de son frère. Il y avait une affection sincère dans sa voix, une admiration pure qui la toucha. « Vous semblez proche. Nous le sommes, particulièrement depuis que notre mère est tombée malade il y a quelques années. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café. « Alzheimer, elle est dans une clinique spécialisée maintenant. Nous relayons pour lui rendre visite tous les jours, même si elle ne nous reconnaît pas toujours. » La vulnérabilité avec laquelle il partagea cette information douloureuse prit Sophie par surprise. Dans son monde, les faiblesses et les problèmes personnels étaient soigneusement cachés, jamais mentionnés dans des conversations ordinaires. « Je suis désolée, » dit-elle, résistant à l'impulsion de tendre la main pour toucher la sienne. « Ça doit être difficile. »« Ça l'est, » acquiesça Mathieu. « Mais d'une certaine façon, cela nous a beaucoup appris sur ce qui compte vraiment. Quand vous voyez quelqu'un que vous avez aimé toute votre vie oublier qui vous êtes, vous réalisez à quel point nous sommes fragiles. Comment tout ce que nous construisons, carrière, réputation, compte bancaire, peut disparaître en un instant. » Les mots de Mathieu résonnèrent profondément en Sophie. Ce n'était pas quelque chose à quoi elle aimait penser. La fragilité de la vie, l'impermanence de toutes les choses qu'elle valorisait. C'était peut-être pour cela qu'elle plongeait si complètement dans le travail. C'était une façon de créer l'illusion du contrôle dans un monde fondamentalement incontrôlable. « Je crois que j'ai peur de cela, » avoua-t-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. De perdre le contrôle, d'investir dans quelque chose ou quelqu'un, et puis de tout perdre. Mathieu la regarda avec une compréhension si profonde qu'elle eut l'impression qu'il pouvait voir à travers toutes ces couches de protection. Le paradoxe est qu'en essayant de tout contrôler, nous finissons par perdre les choses qui comptent vraiment. Les connexions, les moments spontanés, la joie d'exister simplement sans un plan de 5 ans. Sophie rit doucement. « J'ai des plans. De 10 ans, en fait. »« Bien sûr que vous en avez, » sourit-il sans jugement. « Et je parie que vous respectez chaque objectif dans les délais. » La plupart d'entre eux, admit-elle, sauf la partie sur avoir une vie personnelle équilibrée. Cet objectif continue d'être reporté au prochain cycle stratégique. Ils rirent ensemble, et Sophie réalisa comme c'était bon de partager cette auto-ironie avec quelqu'un qui semblait si bien la comprendre. La conversation coula naturellement vers d'autres sujets, des livres qu'ils aimaient tous les deux, des films qu'ils n'avaient jamais eu le temps de regarder, des endroits qu'ils rêvaient de connaître. Mathieu raconta son séjour d'études en architecture au Portugal, et Sophie partagea des histoires de quand elle avait fait un échange aux États-Unis. « Alors vous jouez de la guitare » commenta-t-il, se souvenant de ce qu'elle avait révélé pendant la séance. « Depuis combien de temps ?»« J'ai commencé à 14 ans. J'étais obsédé par la chanson française, Barbara, Brel, Ferré. Mon père m'a offert une guitare et a payé quelques cours. » Sophie sourit au souvenir. Après leur disparition, la guitare est devenue une sorte de connexion, vous savez. Une façon de me sentir proche d'eux. « Vous pourriez jouer pour moi un jour ?» suggéra Mathieu, son ton gentil, sans pression. Sophie sentit ses joues chauffer. L'idée de jouer pour quelqu'un, de s'exposer de cette manière, était à la fois terrifiante et tentante. « Peut-être. Je suis très rouillé. »« Rouillé est mon style préféré de musique, » plaisanta-t-il. Honnête, imparfait, réel. Le téléphone portable de Sophie vibra sur la table. C'était Florence,
en voyant des documents qui devaient être révisés pour la réunion du lendemain matin. La réalité du monde extérieur envahit brusquement cette bulle d'intimité qu'ils avaient créée. « Travail ?» demanda Mathieu, remarquant le changement dans son expression. « Oui, excusez-moi, je dois y jeter un coup d'œil. »« Pas de problème, » dit-il, se calant dans sa chaise pendant qu'elle vérifiait ses emails. Sophie essaya d'être rapide, mais le message de Florence mentionnait une divergence dans les chiffres qui pourrait avoir un impact significatif sur la présentation du lendemain. « Excusez-moi, » dit-elle, levant les yeux du téléphone. « Il semble que je vais devoir partir. Il y a un problème avec les rapports pour demain. » Mathieu acquiesça sans montrer de déception. « Je comprends parfaitement. J'ai aussi des délais impossibles. »« Parfois. » Pendant qu'il demandait l'addition, Sophie ressentit une pointe de culpabilité. Elle quittait un moment rare de connexion à cause du travail. Exactement le schéma qu'elle répétait depuis le début de sa vie d'adulte. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait un désir sincère de rester, de prolonger ce moment, même en sachant que c'était irrationnel. « Puis-je vous accompagner jusqu'à votre voiture ?» proposa Mathieu quand ils sortirent de la cafétéria. La nuit était agréablement fraîche, avec une brise légère qui décoiffait légèrement les cheveux de Sophie, normalement attachés en un chignon sévère, mais qu'elle avait détaché pendant la séance de groupe. Ils marchèrent côte à côte en silence, leurs bras se touchant occasionnellement, envoyant de petits courants électriques à travers sa peau. « Merci pour la soirée, » dit Sophie lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture. « Pour le groupe, pour le café, pour tout. » « Tout le plaisir était pour moi, » répondit Mathieu, semblant hésiter avant de continuer. « J'aimerais vous revoir, pas seulement au groupe ou lors de réunions de travail. » Le cœur de Sophie s'accéléra. C'était le moment qu'elle craignait et attendait, le point où une rencontre fortuite pourrait se transformer en quelque chose de plus, quelque chose qui exigerait qu'elle baisse ses défenses soigneusement construites. « J'aimerais beaucoup. »« Ça aussi, » répondit-elle, se surprenant elle-même par la rapidité et la sincérité de la réponse. Le sourire de Mathieu illumina son visage. « Que diriez-vous de dîner vendredi? Je connais un endroit à Saint-Germain que je pense que vous aimerez. Vendredi serait parfait, » accepta-t-elle, sentant une vague d'anticipation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il y eut un moment d'hésitation entre eux, cet espace chargé de possibilités qui existe quand deux personnes ne savent pas exactement comment se dire au revoir. Une partie de Sophie espérait, peut-être même souhaitait qu'il l'embrasse. Une autre partie était terrifiée par cette simple idée. Mathieu sembla sentir son hésitation. Au lieu d'un baiser, il prit doucement sa main et la serra. Un geste simple mais chargé de promesses. « Bonne nuit, Sophie. »« Bonne nuit, Mathieu. » Pendant tout le trajet jusqu'à chez elle, Sophie ne put s'empêcher de sourire. Même la perspective de passer des heures à réviser des rapports financiers ne parvint pas à diminuer la sensation de légèreté qui l'emplissait. Quelque chose changeait en elle, comme une rivière gelée commençant à dégeler au printemps, lentement mais inexorablement. Dans son appartement, avant d'ouvrir son ordinateur portable pour travailler, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle sortit sa guitare du placard et, avec des doigts hésitants, joua quelques accords. Les notes sonnaient faux, ses doigts étaient raides par manque de pratique, mais il y avait une beauté brute dans cette imperfection, une honnêteté qui la toucha. Tout en jouant, elle pensa à Mathieu et à la façon dont il semblait valoriser justement ce qu'elle avait toujours essayé de cacher, les imperfections, les vulnérabilités, les parties d'elle qui ne rentraient pas dans des tableurs ou des présentations d'entreprise. C'était effrayant et libérateur en même temps. Le téléphone vibra à nouveau, un autre message de Florence concernant les rapports. Avec un soupir, Sophie rangea la guitare et ouvrit son ordinateur portable. La directrice financière devait retourner au travail, mais pendant quelques heures, elle avait été simplement Sophie, une femme redécouvrant des parties d'elle-même qu'elle croyait perdues à jamais. Tandis que les chiffres remplissaient son écran, Sophie réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, elle regardait au-delà d'eux. L'avenir, qui lui avait toujours semblé une séquence prévisible d'objectifs professionnels, contenait maintenant quelque chose de nouveau, une variable qui ne pouvait être calculée ou prévue. Et étonnamment, cette incertitude ne l'effrayait plus. Au contraire, c'était comme une porte s'ouvrant sur un monde de possibilités
qu'elle avait hâte d'explorer. La nouvelle arriva comme un ouragan le vendredi matin. Sophie finalisait la révision de quelques contrats quand Henri Leroy entra dans son bureau sans frapper, chose qu'il faisait rarement. « Avez-vous vu cela ?» demanda-t-il, jetant un magazine économique sur son bureau. À la une, un titre en grosses lettres « Société Horizon sous enquête. Système de surfacturation dans les travaux publics ». Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. En tant que directrice financière, tout scandale impliquant les finances de l'entreprise retomberait directement sur ses épaules, même si elle n'en avait pas connaissance. « C'est absurde, dit-elle, feuilletant rapidement l'article. Tous nos contrats sont audités indépendamment. Il n'y a aucun moyen. » L'article mentionne spécifiquement le projet Victor, interrompit Henri, sa voix tendue. Il suggère qu'il y a eu manipulation des budgets pour détourner des fonds publics. Sophie sentit son estomac se nouer. Le projet Victor, précisément le projet de Mathieu. La coïncidence était trop troublante pour être ignorée. « J'ai besoin que vous révisiez chaque centime de ce projet, » continua Henri. « Chaque facture, chaque autorisation de paiement. S'il y a quelque chose d'irrégulier, nous devons le savoir avant que les auditeurs externes n'arrivent. »« Je vais commencer immédiatement, » acquiesça Sophie, son esprit cataloguant déjà tous les documents qu'elle devrait examiner. Quand Henri sortit, elle resta à regarder le magazine, une sensation inconfortable grandissant dans sa poitrine. La photo qui illustrait l'article montrait le chantier de la résidence Victor, avec Mathieu en arrière-plan discutant avec des ingénieurs. Il ne mentionnait pas son nom directement, mais l'implication était là. Serait-ce possible ? Mathieu, avec son sourire sincère et ses yeux honnêtes, impliqué dans un système de corruption ? L'idée semblait absurde, mais Sophie savait bien comment les apparences pouvaient être trompeuses. Au cours de ses années de carrière, elle avait rencontré des cadres apparemment intègres qui cachaient des secrets sordides. D'une main tremblante, elle prit son téléphone pour appeler Mathieu, mais hésita. Que dirait-elle ? Comment poserait-elle une telle question sans paraître accusatrice ? Et si c'était vrai, si l'homme pour qui elle commençait à avoir des sentiments était un fraudeur? Avant qu'elle ne puisse décider, le téléphone du bureau sonna. C'était Florence, l'informant que le service de presse était en panique et que le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence pour la fin de la journée. Les heures suivantes furent un tourbillon. Sophie plongea dans les dossiers du projet Victor, examinant méticuleusement chaque transaction, chaque approbation de dépenses. Au début, tout semblait en ordre. Les budgets étaient dans les paramètres attendus pour un projet de cette envergure. Les approbations suivaient le protocole standard de l'entreprise. Mais ensuite, en recoupant les références des fournisseurs, elle trouva quelque chose d'étrange. Une société de conseil qui avait reçu des paiements substantiels pour des services vaguement décrits comme « conseil technique spécialisé ». Les sociétés ACR Conseil avaient reçu près de 2 millions d'euros au cours des 6 derniers mois. Sophie ne se souvenait pas d'avoir personnellement approuvé ces paiements, ce qui était inhabituel pour des montants aussi élevés. En approfondissant ses recherches, elle découvrit que les approbations avaient été signées par Michel Thibault, directeur des opérations, avec la justification qu'il s'agissait de dépenses techniques relevant de sa direction. L'estomac de Sophie fit un tour. Quelque chose n'allait définitivement pas. En recherchant ACR Conseil, elle découvrit que l'entreprise avait été fondée seulement 2 mois avant de commencer à fournir des services à la société Horizon. L'adresse enregistrée était un petit bureau dans un quartier éloigné de Paris. Pendant qu'elle compilait ces informations pour la réunion du conseil, son téléphone vibra avec un message de Mathieu. « Nous sommes toujours confirmés pour ce soir ? J'ai réservé une table pour 20 heures. » Sophie regarda le message, sentant un nœud dans la gorge. Le dîner, elle l'avait complètement oublié. Et maintenant, avec tous ces soupçons planant dans l'air, comment pourrait-elle le rencontrer et agir normalement ? Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva. « J'ai vu l'article dans le magazine. C'est complètement absurde. Nous pouvons en parler en personne. » Alors, il savait. Bien sûr qu'il savait. Son nom n'était pas explicitement mentionné, mais en tant qu'architecte principal du projet, il serait inévitablement impliqué dans toute enquête. « Je ne pourrai pas venir ce soir, » répondit-elle finalement. « Nous sommes en réunion d'urgence à cause de l'article. Je dois reporter. » Sa réponse vint presque instantanément. « Je comprends, mais j'aimerais vraiment vous parler de cela, c'est important. »
Quelque chose dans le ton du message, l'urgence, l'insistance, alimenta les doutes qui commençaient déjà à se former dans l'esprit de Sophie. Pourquoi était-il si important de lui parler spécifiquement? Était-ce parce que, en tant que directrice financière, elle aurait accès à des informations qui pourraient l'incriminer? Peut-être la semaine prochaine, répondit-elle sèchement, et éteignit son téléphone pour se concentrer sur la préparation de la réunion du conseil. Dans la salle de réunion du dernier étage, l'ambiance était tendue. Les 8 membres du conseil d'administration, y compris Henri Leroy, étaient assis autour de la table ovale, des expressions graves sur tous les visages. Sophie présenta ses découvertes préliminaires, soulignant la question des paiements à ACR Conseil. « Nous devons comprendre exactement quel service cette entreprise a fourni », conclut-elle. « Et pourquoi les approbations n'ont pas suivi le protocole normal. » Michel Thibault, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et à l'air perpétuellement arrogant, se pencha en avant. « ACR a été engagé pour fournir une expertise technique spécialisée que nous n'avions pas en interne. L'architecte Dumont a insisté sur le fait que nous avions besoin de cette consultation pour des aspects spécifiques du projet. » Le cœur de Sophie manqua un battement en entendant le nom de Mathieu. Mathieu Dumont a demandé spécifiquement cette embauche? Oui, acquiesça Michel. Il a dit qu'il avait travaillé avec eux auparavant et qu'ils étaient les meilleurs sur le marché pour ce type de conseil. La salle sembla tourner autour de Sophie. Il y avait donc un lien direct entre Mathieu et l'entreprise suspecte. Les 7 doutes qu'elle avait essayé d'écarter revenaient maintenant avec force. « Nous devons parler à Dumont immédiatement, » dit Henri, « et suspendre tout autre paiement à ACR jusqu'à ce que nous éclaircissions cette situation. »« Je suis d'accord, » dit Sophie, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait intérieurement. « Je suggère également un audit externe indépendant pour examiner toutes les transactions liées au projet Victor. » La réunion se poursuivit pendant encore 2 heures, avec des discussions sur les stratégies de communication avec la presse et la préparation aux éventuelles enquêtes officielles. Quand elle se termina enfin, il était déjà plus de 21 heures. Sophie retourna à son bureau épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. Son téléphone, qui était resté éteint pendant la réunion, affichait 5 appels manqués de Mathieu et plusieurs messages lui demandant de le contacter de toute urgence. Le dernier disait « Sophie, ce n'est pas ce que vous pensez. Je peux tout expliquer. S'il vous plaît, appelez-moi. » Le cœur lourd, elle décida qu'elle devait entendre ce qu'il avait à dire. Elle composa le numéro se préparant mentalement à la conversation. « Sophie ?» La voix de Mathieu semblait soulagée quand il répondit. « Merci de me rappeler. Nous devons parler. »« Je vous écoute, » répondit-elle froidement. « Pas au téléphone, » insista-t-il. « Je dois vous voir en personne, c'est important. » « Mathieu, je viens de sortir d'une réunion d'urgence du Conseil où votre nom a été mentionné en lien direct avec une entreprise suspecte qui a reçu des millions sans justification claire. Alors, oui, je pense que vous me devez une explication. Et je ne suis pas disposé à attendre jusqu'à ce que ce soit pratique pour vous. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Quand Mathieu parla à nouveau, sa voix était tendue. « Je comprends comment cela peut paraître, mais je jure que ce n'est pas ce que vous pensez. Me faites-vous assez confiance pour me rencontrer? Je suis au café où nous étions mercredi. Je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Sophie ferma les yeux, partagée entre la méfiance professionnelle et le désir personnel de croire en lui. « Je serai là dans 30 minutes, » dit-elle finalement, et raccrocha avant de pouvoir changer d'avis. Sur le chemin du café, son esprit oscillait entre différents scénarios. Peut-être que Mathieu avait été naïf, manipulé par Michel Thibault pour donner de la légitimité à un système frauduleux. Ou peut-être, et cette possibilité faisait plus mal qu'elle n'était prête à l'admettre, tout n'était qu'une manipulation élaborée. La rencontre fortuite lors de l'événement, l'intérêt pour elle, les confidences partagées, tout pourrait avoir été calculé pour se rapprocher de la directrice financière, gagner sa confiance, avoir accès à des informations privilégiées. Quand elle arriva au café, elle vit Mathieu assis à la même table du coin, 2 tasses intactes devant lui. Il semblait abattu, avec des cernes profonds et les cheveux ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans à plusieurs reprises, dans un geste de frustration. « J'ai commandé une tisane de camomille pour vous, » dit-il quand elle s'assit.
J'ai pensé que vous en auriez besoin après une journée comme aujourd'hui. Sophie ne toucha pas à la tasse. Allons droit au but. Que savez-vous sur ACR Conseil? Mathieu prit une profonde respiration. ACR a été créé par Michel Thibault en utilisant un prête-nom comme propriétaire officiel. J'ai découvert cela il y a environ 3 mois, quand j'ai remarqué des incohérences dans les rapports techniques qu'ils avaient supposément produits. Sophie sentit son sang se glacer. « Et vous ne l'avez pas signalé ?»« Si, je l'ai fait, » affirma Mathieu, la regardant directement dans les yeux. « À Henri Leroy lui-même, il m'a dit qu'il s'occuperait de l'affaire discrètement, pour éviter des scandales qui nuiraient à l'entreprise. » L'esprit de Sophie travaillait à toute vitesse, essayant de traiter cette nouvelle information. « Vous dites qu'Henri était au courant? Qu'il a couvert l'affaire? » « Pas exactement. » Mathieu baissa la voix. Il semblait sincèrement surpris et choqué. Il a promis d'enquêter et de prendre des mesures. Mais des semaines ont passé et rien ne s'est produit. Quand j'ai redemandé, il m'a demandé d'être patient, disant qu'il rassemblait des preuves pour prendre des mesures définitives. Et vous l'avez cru? Au début, oui. Henri a toujours eu une réputation impeccable. Mais j'ai commencé à avoir des doutes quand j'ai remarqué que de nouveaux paiements pour ACR continuaient d'être approuvés. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler ?» demanda Sophie, la douleur évidente dans sa voix. « En tant que directrice financière, j'aurais dû être informée. » Mathieu la regarda avec une expression complexe, culpabilité, regret et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. « J'allais le faire. En fait, c'est pour cela que je me suis approché de vous lors de l'événement de la résidence Victor. Mais ensuite... » Il hésita. « Ensuite quoi ?»« Ensuite, je vous ai vraiment connu, » dit-il simplement. « Pas la directrice financière, mais Sophie, la femme qui joue de la guitare en secret et qui souffre d'insomnie et qui planifie sa vie en cycle de 10 ans. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas que notre premier vrai contact soit à propos de corruption, d'entreprise. » Sophie ressentit une vague confuse d'émotions, soulagement qu'il ne soit pas impliqué dans le système, colère qu'il ait caché des informations importantes et une profonde tristesse parce que, d'une certaine façon, il s'était rapproché d'elle à cause de son poste, pas pour qui elle était. « Comment puis-je croire cela ?» demanda-t-elle finalement. « Comment puis-je être sûr que vous ne me manipulez pas maintenant ?» Mathieu tendit la main et posa une clé USB sur la table. « Voici tout ce que j'ai recueilli ces derniers mois. Email, registre de paiement, faux documents produits par ACR, mes communications avec Henri. Vous êtes la seule personne à part moi qui a cela maintenant. » Sophie regarda la clé USB, sentant le poids de la décision devant elle. Croire Mathieu signifiait potentiellement aller contre Henri, son mentor, l'homme qui avait parié sur elle depuis le début de sa carrière. Mais ignorer les preuves serait trahir tout ce qu'elle croyait en matière d'intégrité professionnelle. « Pourquoi l'article est-il sorti maintenant ?» demanda-t-elle, une dernière pièce du puzzle manquant encore. « Je pense que quelqu'un dans l'entreprise a réalisé que j'enquêtais et a décidé de prendre les devants, créant un récit où moi et possiblement vous serions les boucs émissaires. » L'idée était troublante, mais avait du sens. Sophie prit la clé USB, la plaçant soigneusement dans son sac. « Je vais analyser tout cela, si c'est vrai. »« C'est vrai. » Mathieu l'interrompit, ses yeux implorant la confiance. « Sophie, ces dernières semaines, j'ai partagé avec vous des choses que je n'ai jamais racontées à personne. Sur ma mère, sur mes insécurités. Tout cela était réel. » Elle voulait le croire, plus qu'elle n'avait jamais voulu croire en quelque chose ou quelqu'un. Mais des années de prudence et d'autopréservation ne s'effaçaient pas en quelques jours. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour examiner ces preuves et décider quoi faire. » Mathieu acquiesça, respectant sa position. « Je comprends. Promettez-moi juste d'être prudente. Si j'ai raison sur qui est derrière tout ça, ils n'hésiteront pas à détruire quiconque se mettra en travers de leur chemin. » Quand Sophie se leva pour partir, Mathieu retint doucement son poignet. « Quelle que soit votre décision concernant les preuves, je veux que vous sachiez que ce qui se passe entre nous, ce qui a commencé à se passer, est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un bref moment, tous les doutes et complications disparurent. Il n'y avait que 2 personnes, liées par quelque chose qui transcendait les scandales d'entreprise et les jeux de pouvoir. Sophie sentit une impulsion presque irrésistible de se pencher et de l'embrasser,
de s'autoriser ce moment de pure vulnérabilité. Mais le moment passa. Avec un dernier regard, elle s'éloigna, emportant avec elle non seulement la clé USB contenant des preuves explosives, mais aussi le doute agonisant sur en qui elle pouvait vraiment avoir confiance, tant professionnellement que personnellement. Le week-end passa comme un flou pour Sophie. Enfermée dans son appartement, elle examina méticuleusement chaque document de la clé USB de Mathieu, organisant les preuves en une chronologie cohérente. L'histoire qui émergeait était troublante. Michel Thibault avait créé ACR Conseil en utilisant un ancien camarade de faculté comme prête-nom. Les paiements de plusieurs millions étaient détournés vers des comptes offshore puis distribués entre au moins 3 cadres de la société Horizon. Et le plus choquant, il y avait des indices clairs qu'Henri Leroy non seulement connaissait le système, mais était l'un de ses principaux bénéficiaires. Les preuves étaient convaincantes. Emails codés, relevés bancaires, rapports techniques, plagiés pour justifier les paiements. Mathieu avait fait un travail méticuleux en documentant tout. Dans une série de messages sauvegardés, il était clair qu'il avait réellement essayé d'alerter Henri sur ses découvertes initiales pour se faire ensuite manipuler et finalement ignorer. Dimanche soir, épuisée mais déterminée, Sophie arriva à une conclusion. Elle ne pouvait pas faire semblant de ne pas savoir. Son intégrité professionnelle et personnelle exigeait qu'elle agisse. La question était « Comment ?» Dénoncer directement aux autorités signifierait potentiellement détruire l'entreprise à laquelle elle avait consacré sa carrière. Des centaines d'employés innocents perdraient leur emploi. D'autre part, confronter Henri et les autres impliqués pourrait être dangereux. S'il prévoyait déjà d'utiliser Mathieu comme bouc émissaire, il n'hésiterait pas à faire de même avec elle. Après des heures de délibération, Sophie décida qu'elle avait besoin d'un allié au sein de l'entreprise, quelqu'un au-dessus de tout soupçon, avec suffisamment d'autorité pour l'aider à exposer le système en interne avant que le scandale n'explose publiquement. Madame Christine Mercier, présidente du conseil d'administration et actionnaire majoritaire, était la seule personne qui correspondait à ce profil. Le lundi, Sophie arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle devait parler à Madame Mercier avant que l'agitation de la journée ne commence. La secrétaire de la présidente parut surprise par la demande de réunion urgente, mais après quelques minutes au téléphone, elle informa Sophie que Madame Mercier la recevrait immédiatement. Christine. Mercier, à 72 ans, était une légende dans les affaires françaises. Veuve depuis 2 décennies, elle avait transformé la petite entreprise de construction de son mari en l'un des plus grands conglomérats du pays. Avec des cheveux blancs toujours impeccablement coiffés et des yeux bleus perçants, elle dirigeait la salle du conseil avec la même autorité qu'un chef d'orchestre dirige un orchestre. « Sophie, ma chère », sourit-elle quand la jeune cadre entra dans son bureau. « Ce doit être vraiment important pour que vous demandiez une réunion à 7 heures du matin un lundi. C'est à propos de l'affaire mentionnée dans le magazine, Madame Mercier, » répondit Sophie, essayant de garder une voix ferme. « J'ai des informations que vous devez connaître avant la réunion du conseil d'aujourd'hui. » Pendant près d'1 heure, Sophie présenta les preuves qu'elle avait organisées, expliquant comment elle les avait découvertes et l'étendue du système. Madame Mercier écouta en silence, son visage un masque impassible d'attention professionnelle. Seuls ses doigts, tambourinant occasionnellement sur la table en acajou, trahissaient une réaction interne. « Et l'architecte, Mathieu Dumont ?» demanda-t-elle finalement. « Quel est exactement son rôle dans tout cela ?» Il a découvert le système il y a quelques mois et a essayé d'alerter Henri, expliqua Sophie. Quand rien n'a été fait, il a commencé à recueillir des preuves de son côté. Et pourquoi a-t-il confié ces preuves spécifiquement à vous? Les yeux perspicaces de Madame Mercier semblaient voir au-delà des mots de Sophie. Sophie hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler de sa relation personnelle avec Mathieu. Nous avons développé une amitié récemment. Il savait qu'en tant que directrice financière, je serais en mesure de vérifier l'authenticité des documents. Un léger sourire toucha les lèvres de Madame Mercier. Seulement une amitié? Pardonnez mon indiscrétion, mais j'ai besoin de comprendre. Toutes les motivations impliquées. Sophie sentit ses joues rougir. C'est compliqué. Nous nous connaissons depuis peu de temps. Suffisamment pour qu'il vous confie des informations qui pourraient ruiner des carrières
et potentiellement le conduire à être utilisé comme bouc émissaire, observa Madame Mercier. Cela m'en dit beaucoup sur le niveau de confiance entre vous. Avant que Sophie ne puisse répondre, le téléphone sur le bureau sonna. C'était la secrétaire informant que Henri Leroy était arrivé pour sa réunion matinale habituelle avec la présidente. « Parfait », sourit Madame Mercier, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Demandez-lui d'attendre quelques minutes, s'il vous plaît. » Se tournant vers Sophie, elle continua. « Je vais m'occuper de cela personnellement à partir de maintenant. Pour l'instant, je veux que vous continuiez vos activités normalement, comme si vous ne saviez rien. »« Vous allez le confronter ?» demanda Sophie, inquiète. « Ma chère, je gère des hommes comme Henri Leroy depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie, » répondit Madame Mercier, une dureté sous-jacente dans sa voix douce. « Ne vous inquiétez pas des méthodes, inquiétez-vous des résultats. » Quand Sophie sortit du bureau de la présidente, elle croisa Henri dans le couloir. Il lui sourit, le même sourire paternel de toujours, complètement ignorant du fait qu'elle venait de remettre des preuves qui pourraient détruire sa carrière et possiblement le conduire en prison. Il fallut tout le self-control de Sophie pour rendre le sourire et continuer à marcher normalement. Durant le reste de la matinée, Sophie essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à la réunion avec Madame Mercier et à ce qui se passait en ce moment. Vers 11 heures, elle remarqua une agitation inhabituelle. Michel Thibault était escorté hors du bâtiment par 2 agents de sécurité, son visage rouge de fureur contenue. Une demi-heure plus tard, son téléphone sonna. C'était Mathieu. « J'ai vu Michel être escorté hors du bâtiment, » dit-il sans préambule. « Que se passe-t-il ?»« J'ai parlé à Madame Mercier ce matin, » répondit Sophie à voix basse, s'assurant que personne dans son département ne pouvait l'entendre. « Je lui ai tout montré. »« Vous lui avez fait confiance ?» La surprise était évidente dans la voix de Mathieu. « Il fallait que je fasse confiance à quelqu'un avec suffisamment de pouvoir pour agir, » expliqua Sophie. « Et s'il y a une personne au-dessus de tout soupçon à la société Horizon, c'est Madame Mercier. »« Vous avez raison, » convint Mathieu après un moment. « Je suis juste surpris par la rapidité de l'action. Madame Mercier n'est pas connue pour hésiter quand elle décide quelque chose, » commenta Sophie, un léger sourire aux lèvres. « Vous allez bien ? Quelqu'un vous a contacté ? » « J'ai reçu un appel de la secrétaire de Madame Mercier il y a quelques minutes. J'ai une réunion avec elle à 14 heures. » La voix de Mathieu semblait tendue. « C'est bien, » le rassura Sophie. « Elle a compris que vous êtes celui qui a exposé le système, pas une partie de celui-ci. » Il y eut une pause, et quand Mathieu parla, à nouveau sa voix était plus douce. « Merci de m'avoir cru, Sophie. Cela signifie beaucoup. » Quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots fit accélérer le cœur de Sophie. Je devais faire ce qui était juste, professionnellement, seulement professionnellement, demanda-t-il, une note de vulnérabilité dans sa voix. Avant que Sophie ne puisse répondre, sa porte s'ouvrit et Florence entra précipitamment. « Désolé d'interrompre, mais Madame Mercier convoque une réunion extraordinaire du comité. Exécutif dans 15 minutes. Votre présence est obligatoire. »« Je dois y aller, » dit rapidement Sophie au téléphone. « Il y a une réunion d'urgence. »« Je comprends. Pouvons-nous nous parler après ? Il y a des choses que je dois vous dire, qui n'ont rien à voir avec des systèmes de corruption ou des dénonciations. »« Oui, » répondit-elle, se surprenant elle-même par la rapidité et la fermeté de la réponse. « Nous pourrons nous parler après. » La salle du conseil était presque au complet quand Sophie arriva. Seules 3 chaises restaient vides, celles qui seraient normalement occupées par Henri Leroy, Michel Thibault et Richard Laurent, directeur juridique, que Sophie soupçonnait d'être le 3e cadre impliqué dans le système. Madame Mercier entra exactement à 11h30, suivie par un homme que Sophie reconnut comme représentant de la police judiciaire. Le silence qui tomba sur la salle était presque palpable. « Mesdames et messieurs, » commença Madame Mercier, sa voix claire et ferme, « comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, nous faisons face à une situation grave. Ce matin, j'ai reçu des preuves concluantes d'un système de détournement de fonds au sein de notre entreprise, impliquant 3 membres de la haute direction. » Un murmure parcourut la salle, rapidement étouffé quand elle leva la main. Les personnes impliquées ont déjà été écartées et coopèrent avec les autorités.
Le commissaire Moreau est ici pour expliquer les prochaines étapes du processus légal. Pendant que le commissaire parlait de procédures et d'enquêtes, Sophie observait les réactions autour de la table. Certains semblaient sincèrement choqués, d'autres plus résignés, comme s'ils soupçonnaient déjà quelque chose. Elle se demanda combien d'entre eux ne savaient vraiment rien et combien feignaient simplement la surprise. La directrice financière Sophie Morel, continua Madame Mercier, faisant tous les regards se tourner vers elle, a été instrumentale pour porter ces preuves à mon attention. Son intégrité et son courage sont des exemples des valeurs que nous voulons préserver à la société Horizon. Sophie sentit le poids des regards sur elle, certains admiratifs, d'autres interrogateurs, peut-être, même quelques-uns rancuniers. Être publiquement reconnue comme dénonciatrice était une position compliquée. Certaines personnes la verraient comme une héroïne, d'autres comme une traîtresse. Dans les prochains jours, tous les projets et départements feront l'objet d'un audit externe, poursuivit Madame Mercier. Cela ne reflète pas une méfiance à votre égard, mais une mesure nécessaire pour restaurer la confiance sur le marché et identifier toute autre irrégularité qui pourrait exister. La réunion se poursuivit pendant encore 1 heure, avec des discussions sur les communiqués de presse, les stratégies pour rassurer clients et investisseurs et la réorganisation temporaire de la direction. Quand elle se termina enfin, Madame Mercier demanda à Sophie de rester. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit la présidente quand elles furent seules. « Peu aurait eu votre courage, surtout considérant votre histoire avec Henri. »« Il était mon mentor, » admit Sophie, la douleur de la trahison encore fraîche. « Je lui faisais entièrement confiance. »« C'est toujours plus douloureux quand la trahison vient de quelqu'un que nous admirons, » acquiesça Madame Mercier avec compréhension. Mais vous avez choisi l'intégrité au-dessus de la loyauté personnelle. Cela en dit long sur votre caractère. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Sophie, incertaine quant à son propre avenir dans l'entreprise. Maintenant, Madame Mercier sourit, maintenant nous devons reconstruire. Et pour cela, j'aurai grand besoin de vous. En fait, j'aimerais proposer que vous assumiez temporairement la présidence exécutive jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant permanent pour Henri. La proposition prit Sophie complètement au dépourvu. Moi? Mais il y a des directeurs beaucoup plus expérimentés, avec plus d'ancienneté. L'expérience ne se traduit pas toujours en vision ou en intégrité, répondit Madame Mercier. De plus, vous connaissez les chiffres mieux que quiconque. Vous savez où chercher les irrégularités, ce qui est crucial en ce moment. C'était une opportunité inimaginable, le genre de promotion qui prendrait normalement des années, peut-être des décennies. Pourtant, Sophie hésita. Puis-je y réfléchir? C'est une énorme responsabilité. Bien sûr, acquiesça Madame Mercier. Mais ne tardez pas trop. L'entreprise a besoin de stabilité, et les marchés détestent l'incertitude. En quittant la salle du conseil, Sophie se sentait simultanément épuisée et électrisée. En l'espace de quelques heures, sa vie professionnelle avait été complètement transformée. L'offre de Madame Mercier représentait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Reconnaissance, pouvoir, la chance de vraiment faire la différence dans l'une des plus grandes entreprises du pays. Alors pourquoi n'arrivait-elle pas à ressentir la joie qu'elle devrait? Pourquoi ses pensées continuaient-elles à revenir vers Mathieu, vers la conversation interrompue, vers les choses qu'il voulait lui dire, qui n'avaient rien à voir avec des systèmes de corruption? De retour à son bureau, Sophie essaya de se concentrer sur le travail accumulé, mais son esprit vagabondait. Pour la première fois de sa carrière, les chiffres, contrats et rapports semblaient distants, presque sans importance, comparés aux émotions turbulentes qu'elle ressentait. À 17h30, elle reçut un message de Mathieu. « Ma réunion avec Madame Mercier est terminée. Elle est impressionnante. Je suis au café où nous nous sommes rencontrés. Je sais que vous devez être occupé avec tout ce qui se passe, mais si vous pouvez venir. » Sophie regarda la pile de documents sur son bureau, les emails non répondus, les dizaines de décisions qui devraient être prises dans les jours à venir alors qu'elle assumait ses nouvelles responsabilités. La Sophie d'il y a quelques semaines n'aurait pas hésité. Le travail passait toujours en premier, sans exception. Mais quelque chose avait changé. Les séances avec André, les conversations avec Mathieu, la confrontation avec ses propres barrières émotionnelles, tout cela avait ouvert une porte en elle qui ne pouvait plus être refermée. Avec une décision soudaine, Sophie prit son sac et sortit du bureau,
ignorant les regards surpris de son équipe en la voyant partir si tôt. Dans l'ascenseur, elle envoya un message à Mathieu. « Je suis en route. » Le café était presque vide à cette heure de l'après-midi. La lumière, dorée de la fin du jour filtrant par les fenêtres, créant une atmosphère presque éthérée. Mathieu était assis à la même table du coin, les mains autour d'une tasse qui semblait intacte. Quand il vit Sophie entrer, il se leva immédiatement, un sourire illuminant son visage fatigué. « Vous êtes venu, » dit-il. La surprise et la joie évidentes dans sa voix. « J'ai dit que je viendrais, » répondit Sophie, se sentant étrangement timide après les événements tumultueux de la journée. Ils s'assirent face à face, un silence chargé d'attente planant entre eux. Il y avait tant à dire, tant d'émotions non traitées, que ni l'un ni l'autre ne savaient exactement par où commencer. « Comment s'est passée la réunion avec Madame Mercier ?» demanda finalement Sophie, optant pour le terrain le plus sûr. « Intense », sourit Mathieu. « Elle est une force de la nature. Elle a posé des questions incisives sur chaque document, chaque email, chaque conclusion à laquelle je suis arrivé. À la fin, elle m'a serré la main et a dit que la société Horizon a de la chance d'avoir des personnes de principe, comme vous et moi. » « Elle a raison à votre sujet, » dit sincèrement Sophie. « Il a fallu beaucoup de courage pour enquêter sur ce système, surtout en sachant que vous pourriez devenir le bouc émissaire. »« Vous aussi avez eu du courage, » répondit Mathieu, ses yeux fixés sur les siens. « Vous auriez pu tout ignorer, protéger Henri, éviter le scandale. Beaucoup l'auraient fait à votre place. » Sophie réfléchit à ces paroles. Peut-être que l'ancienne Sophie aurait choisi la voie la plus sûre, mais quelque chose a changé ces dernières semaines. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda doucement Mathieu comme s'il connaissait déjà la réponse, mais avait besoin de l'entendre d'elle. « J'ai changé, » admit-elle, sentant la vérité de ces simples mots. « Ou peut-être que j'ai commencé à changer, à redécouvrir des parties de moi qui étaient endormies depuis longtemps. » Mathieu tendit la main sur la table, ses doigts à quelques centimètres des siens. Une invitation, pas une imposition. Après un moment d'hésitation, Sophie franchit la distance, permettant à leurs doigts de s'entrelacer. Le simple contact envoya des vagues de chaleur le long de son bras, une sensation si étrangement familière qu'il semblait impossible qu'il ne se soit jamais touché ainsi auparavant. « Madame Mercier m'a offert la présidence exécutive par intérim, » dit-elle brusquement, ayant besoin de partager la nouvelle qu'elle était encore en train de traiter. Les yeux de Mathieu s'élargirent. « Sophie, c'est incroyable. Félicitations. »« Je n'ai pas encore accepté, » avoua-t-elle. « C'est une énorme responsabilité, surtout en ce moment de crise. S'il existe quelqu'un capable de diriger l'entreprise à travers cette tempête, c'est... »« Vous, » dit Mathieu avec une conviction absolue, « votre compétence est indéniable, et maintenant tout le monde sait que votre intégrité l'est aussi. » Sophie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine face à ces paroles de confiance. « Merci. Cela signifie beaucoup venant de vous. » Un silence confortable s'établit entre eux, leurs doigts toujours entrelacés sur la table. Ce fut Mathieu, qui finalement reprit la conversation, sa voix douce mais déterminée. « Quand nous nous sommes parlé au téléphone aujourd'hui, j'ai mentionné qu'il y avait des choses que je devais vous dire. Des choses qui n'ont pas de rapport avec des scandales d'entreprise ou des dénonciations. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Je vous écoute. » Mathieu prit une profonde respiration, comme s'il rassemblait son courage. « Depuis la nuit où nous nous sommes rencontrés, quelque chose a changé en moi aussi. C'était comme si une porte dont je ne savais même pas qu'elle était verrouillée avait été ouverte. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Toute ma vie. D'adulte, j'ai mis ma carrière avant tout. Je me suis convaincu que les relations étaient trop compliquées, trop risquées, que je pourrais vivre parfaitement bien avec seulement mes projets, mes bâtiments, mon architecture. »« Je comprends cela parfaitement, » dit Sophie avec un petit sourire. « Remplacez projet par tableur et vous décrirez ma vie ces 15 dernières années. » Mathieu serra légèrement sa main. « Ce que j'essaie de dire, probablement de la manière la plus maladroite possible, c'est que pour la première fois, je sens qu'il y a quelque chose de plus important que ma carrière, qu'il y a des possibilités que je ne me suis jamais permis d'envisager. » Il la regarda directement dans les yeux, sans masque ni prétention. « Je suis amoureux de vous, Sophie, et cela me terrifie complètement, parce que je n'ai jamais rien ressenti de semblable auparavant. »
Les mots flottèrent dans l'air entre eux, chargés de vulnérabilité et de possibilités. Sophie sentit sa respiration se bloquer, une vague d'émotions contradictoires envahissant sa poitrine, joie, peur, espoir, insécurité. « Je sais que c'est tôt », continua Mathieu, voyant son hésitation. « Je sais que nous nous connaissons depuis seulement quelques semaines, et avec tout ce qui se passe dans nos vies professionnelles, c'est peut-être le pire moment possible pour commencer quelque chose. Mais je devais vous le faire savoir. » Sophie regarda leurs mains entrelacées, cherchant du courage dans les petites choses, dans la chaleur de sa peau contre la sienne, dans la façon dont leurs doigts s'emboîtaient parfaitement, comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. « Durant toute ma vie d'adulte, » commença-t-elle. « Lentement, j'ai tout organisé en compartiments séparés. Le travail d'un côté, les sentiments de l'autre, bien verrouillés et rarement visités. C'était ma façon de survivre, d'avancer après avoir perdu mes parents. » Elle leva les yeux, rencontrant le regard attentif de Mathieu. « Ces dernières semaines, ces compartiments ont commencé à fusionner, et c'est effrayant, mais aussi libérateur. Qu'essayez-vous de dire ?» demanda Mathieu, l'espoir évident dans sa voix. « J'essaie de dire que je ressens aussi quelque chose pour vous, » admit-elle, les mots sortant plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. « Quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Et, comme vous l'avez dit, cela me terrifie. Mais pour la première fois, je suis prête à affronter cette peur. » Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Mathieu fut comme un lever de soleil, lent, progressif, mais avec un éclat qui illuminait tout autour de lui. Sans rien dire, il se leva et lui tendit la main. « Allons faire une promenade ?» De la cafétéria, le ciel de Paris commençait à se teindre des couleurs du coucher de soleil, orange, violet et bleu profond, se mélangeant sur une toile vivante. Ils marchèrent côte à côte dans le quartier, leurs mains se frôlant occasionnellement, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite place où quelques enfants jouaient encore sous le regard attentif de leurs parents. « Savez-vous ce qui me fascine ?»« Le plus dans l'architecture », commenta Mathieu alors qu'il s'asseyait sur un banc en bois. « L'idée que nous créons des espaces qui façonnent la manière dont les gens vivent, interagissent, ressentent. Un bon projet architectural n'est pas seulement beau ou fonctionnel, il transforme des vies. » Sophie sourit, comprenant la métaphore implicite. « Et parfois, nous devons abattre d'anciennes structures pour construire quelque chose de nouveau. »« Exactement, » acquiesça-t-il, ses yeux brillants. « Mais on ne construit pas quelque chose de significatif du jour au lendemain. Cela prend du temps, de la planification, de la patience. »« Parlons-nous de bâtiments ou de relations maintenant ?» demanda Sophie avec un léger sourire. « Les deux, je pense. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas pressée, Sophie. Je sais que nous naviguons tous les deux en territoires inconnus. Nous pouvons construire cela ensemble, brique par brique, à notre propre rythme. » Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans cette proposition, l'idée qu'ils n'avaient pas besoin de suivre un script prédéterminé, qu'ils pouvaient créer leur propre chemin, en respectant les temps et les limites l'un de l'autre. « J'aimerais beaucoup cela, » répondit-elle sincèrement. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon lorsque Mathieu posa finalement la question qui planait entre eux. « Et maintenant, que se passe-t-il ensuite ?» Sophie réfléchit un moment. « Professionnellement, je pense que je vais accepter la proposition de Madame Mercier. Ce sera un immense défi, mais je sens que c'est ce que je dois faire. »« Et personnellement ?» demanda Mathieu, une vulnérabilité rare dans sa voix habituellement confiante. En réponse, Sophie fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire quelques semaines auparavant. Doucement, elle posa sa main sur le visage de Mathieu, sentant la texture légère de sa barbe naissante, et se pencha en avant. Leurs lèvres se rencontrèrent en un baiser doux, hésitant au début, puis plus confiant. C'était un premier baiser qui portait non seulement le désir, mais aussi la promesse, de patience, de découverte mutuelle, d'un voyage partagé. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient, un mélange de timidité et de joie sur leur visage. « Cela répond-il à votre question ?» demanda Sophie, se surprenant elle-même par son audace. Mathieu rit, ce rire ouvert et sincère qu'elle avait appris à adorer. « Je pense que oui, mais peut-être ai-je besoin d'une confirmation, juste pour être sûre. » Elle sourit et l'embrassa, à nouveau se sentant simultanément vulnérable et plus forte que jamais. Dans les mois qui suivirent,
Sophie affronta le plus grand défi professionnel de sa carrière. En tant que présidente exécutive par intérim de la société Horizon, elle dirigea l'entreprise à travers la crise, mettant en œuvre de nouvelles politiques de conformité, restructurant des départements entiers et restaurant la confiance des investisseurs et des clients. Le travail était épuisant, les responsabilités écrasantes, mais pour la première fois, elle n'était pas submergée uniquement par sa vie professionnelle. Tous les mercredis, sans faute, elle participait aux séances du groupe d'André. Progressivement, elle apprit à reconnaître et à traiter des émotions qu'elle avait réprimées pendant des années, à comprendre que la vulnérabilité n'était pas synonyme de faiblesse, mais de courage. Et puis il y avait Mathieu. Fidèle à sa promesse, ils construisirent leur relation graduellement, respectant les limites et les insécurités l'un de l'autre. Ils partagèrent des dîners tranquilles, de longues conversations sur les rêves et les peurs, de petits contacts qui devinrent progressivement plus intimes, plus confiants. À chaque étape, ils découvraient de nouvelles couches l'un chez l'autre, approfondissant une connexion qui transcendait le physique, bien qu'elle célébrait aussi cet aspect. Un soir particulier, 6 mois après leur premier baiser sur la place, Sophie joua finalement de la guitare pour Mathieu dans son appartement. Ses mains tremblaient légèrement sur les cordes, tandis qu'elle chantait La vie en rose, la chanson que son père jouait souvent les dimanches après-midi. Quand elle termina, elle vit des larmes dans les yeux de Mathieu. Non pas pour son talent musical, qui était modeste après tant d'années sans pratique, mais pour la confiance que ce geste représentait. Ce même soir, ils firent l'amour pour la première fois. Ce ne fut pas parfait au sens technique. Il y eut des hésitations, des moments de timidité, de petits rires nerveux. Mais ce fut parfait dans le seul sens qui importait. C'était une expression authentique d'amour et de confiance entre deux personnes qui avaient choisi d'abattre les murs qui les séparaient du monde et l'un de l'autre. Allongée dans les bras de Mathieu ensuite, observant les lumières de Paris par la fenêtre de sa chambre, Sophie réfléchit au voyage qui les avait menés jusque-là. Pas seulement le voyage externe, les événements, rencontres et décisions, mais surtout le voyage intérieur de découverte de soi et de croissance. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu somnolent, ses doigts traçant des motifs doux sur son dos. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle. « Il y a 1 an, je pensais savoir exactement comment serait mon avenir. J'avais tout planifié, chaque objectif professionnel, chaque échelon à conquérir. Et maintenant ?» Sophie sourit, se tournant pour le regarder. « Maintenant, je comprends que les meilleurs projets laissent place à l'improvisation, aux surprises, à grandir dans des directions que nous ne pouvions pas anticiper. » Mathieu l'embrassa doucement. « Comme une bonne architecture. » Exactement, comme une bonne architecture. Le lendemain matin, quand Sophie arriva au bureau pour une autre journée de défi en tant que présidente exécutive, quelque chose était différent. Elle était toujours la professionnelle compétente et dévouée de toujours. Elle se souciait toujours profondément des chiffres, des contrats et des résultats. Mais maintenant, ces éléments n'occupaient qu'une partie de qui elle était, pas la totalité de son identité. Regardant par la fenêtre de son nouveau bureau au dernier étage, observant la ville qui ne s'arrêtait jamais, Sophie ressentit une profonde gratitude. Pour Mathieu qui était entré dans sa vie comme une révélation, pour André dont le groupe avait fourni un espace sûr pour explorer ses vulnérabilités, pour Madame Mercier qui avait reconnu sa valeur et lui avait donné une opportunité sans précédent. Mais surtout, Sophie ressentait de la gratitude envers elle-même, pour le courage d'abattre des murs, de remettre en question des schémas, de se permettre de ressentir. Le voyage était loin d'être terminé. Il y avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à explorer tant professionnellement que dans sa relation avec Mathieu. Mais pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois depuis l'adolescence, Sophie n'avait pas peur de l'avenir incertain. Parce que maintenant, elle savait que le vrai courage ne consistait pas à contrôler chaque aspect de la vie, mais à s'ouvrir à ses possibilités infinies, à accepter que les plans les plus parfaits sont ceux qui laissent place à l'inattendu, et que les amours les plus profonds naissent quand nous avons le courage d'être vulnérables, de montrer qui nous sommes vraiment, avec toutes nos imperfections et nos insécurités. Sur son bureau, le téléphone sonna. Mathieu l'invitant à déjeuner. Avec un sourire, Sophie accepta l'invitation. Les rapports pouvaient attendre 1 heure. Après tout, elle avait appris la leçon la plus importante de toutes, que la vie se déroule dans l'équilibre,
dans la danse délicate entre ambition et connexion,